Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse en direct sur Bismart. Un rendez-vous bourse une seule fois aujourd'hui, exceptionnellement à 12h30, où nous faisons le point sur l'actualité des marchés financiers à la mi-journée. Au sommaire de cette édition, PayPal est en négociation avec Pinterest en vue de racheter le réseau social. Selon Bloomberg, le spécialiste du paiement en ligne aurait même avancé un prix de $70 par action pour un prix total de rachat de 44 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grosse opération de rachat cette année. Une opération qui interroge quand même un certain nombre d'investisseurs, alors que les synergies entre les deux groupes ne paraissent pas si évidentes en premier lieu. Il n'en reste pas moins que l'annonce bénéficie fortement à Pinterest, dont le titre progresse de près de 13% dans les échanges d'avant-bourse. On en parlera en plateau dans un instant. En Chine, c'est aujourd'hui que la cotation du groupe Evergrande reprend, une reprise de cotation pour le titre qui cède 12,5% sur la séance à Hong Kong. Le groupe Evergrande qui a bénéficié d'un certain nombre de délais pour payer ses coupons de créances et qui voit d'ailleurs ce premier délai arriver à son terme samedi. Il a cependant déjà prévenu qu'il ne pourrait pas honorer ses obligations financières. La cession de 50% de sa filiale Evergrande Property Services pour 2,6 milliards de dollars n'ayant pas pu aboutir. Quelle réaction des marchés? Nous en parlerons également dans un instant dans Smart Bourse. Et puis, nous parlerons aussi avec nos invités de cette saison des résultats qui se déroule plutôt sans encombre actuellement. Si Vivendi et L'Oréal sont attendus après la clôture ce soir, Hermès et Pernod Ricard ont affiché une solide croissance des ventes. Même tendance du côté d'Eurofins Scientifique, même si le titre chute pour le moment. On en parlera dans cette émission. Le seul bémol parmi les grandes entreprises qui publient aujourd'hui est à chercher du côté de Carrefour, qui indique souffrir des contraintes sanitaires à l'entrée des centres commerciaux. Nous nous demanderons également avec nos invités comment intégrer le risque de l'inflation dans l'approche de ces valeurs comme Carrefour, mais aussi comme Danone ou Procter & Gamble dont on parlait hier. Danone qui alertait sur le coût des matières premières dans ses comptes. Smart Bourse, c'est parti. Et on commence comme d'habitude avec Tendance mon ami, où Alix Nguyen nous résume l'actualité boursière du jour. Si le CAC retrouvait hier le seuil des 6700 points, maintenir le cap semble aujourd'hui plus laborieux. Les performances trimestrielles des entreprises pallient les inquiétudes, mais le marché demeure très attentif à leurs prévisions, à l'heure où les tensions sur les prix et les approvisionnements font redouter un ralentissement de la reprise. Quant à la reprise, les derniers indicateurs font état d'un ralentissement de la croissance en Chine et aux États-Unis. Nombreux sont ceux qui, parmi les responsables de la Fed, appellent à un tapering dès le mois prochain. Le gouverneur Randall Quirl, dernier en date, s'est dit partisan d'une réduction des achats d'actifs en novembre et inquiet de l'élargissement des pressions inflationnistes qui pourraient appeler une réponse monétaire. À Hong Kong, pour son retour en bourse plus de 2 semaines après sa suspension, le titre du groupe immobilier chinois Evergrande s'est effondré de plus de 12%. Criblé de dettes, le promoteur chinois n'est pas parvenu à vendre les 50% de sa filiale de gestion immobilière. Il pourrait ne pas être en mesure d'honorer ses engagements. Côté valeur, Hermès progresse légèrement. Le groupe fait état d'une croissance de 31,2% de ses ventes à change constant au 3e trimestre. Hermès évoque une dynamique exceptionnelle et se dit confiant quant à l'année à venir. Pernod Ricard recule. Le groupe de spiritueux fait état d'un premier trimestre dynamique avec une croissance interne des ventes de 20%. Il prévient en revanche que sur le reste de l'exercice 2021-2022, le rythme de progression sera plus modéré. Eurofins Scientifique reculé de plus de 5% ce matin. Si le groupe relève son objectif de chiffre d'affaires pour 2021 du fait d'une forte hausse de ses revenus trimestriels, le groupe maintient néanmoins ses prévisions quant à un EBITDA de 1,7 milliard d'euros et un flux de trésorerie pour l'entreprise de 700 millions d'euros. Et puis Carrefour est en nette progression malgré le ralentissement de sa croissance au 3e trimestre sous l'effet d'une baisse des ventes en France impactée par l'obligation du pass sanitaire dans les grands centres commerciaux. Le distributeur européen fait état d'un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros. Voilà, c'était le résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée proposé par Alix Nguyen. On regarde rapidement le CAC 40 qui est en négatif actuellement, moins 0,35% à 6682 points.
on enchaîne à présent avec Frédéric Ducrozet, stratégiste chez Pictet Wealth Management, qui est en duplex avec nous. Bonjour Frédéric Ducrozet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer avec un petit peu d'actualité, Frédéric. La démission de Jens Weinmann, le patron de la Banque centrale allemande. L'annonce a eu lieu hier. Dans un courrier adressé à l'institution, Jens Weinmann évoque des raisons personnelles, mais il en profite quand même pour rappeler, je cite, qu'il sera crucial de ne pas considérer les seuls risques déflationnistes, mais de ne pas non plus perdre de vue les potentiels dangers inflationnistes. Comment est-ce que vous voyez ça, Frédéric Ducrozet? Comment est-ce que vous voyez cette démission finalement d'un défenseur de l'orthodoxie budgétaire avant cette prochaine réunion de la BCE? Dans ce petit microcosme des banquiers centraux, c'est un choc, c'est une surprise. On ne s'y attendait pas. C'est vrai que Weinmann est à la tête de la Bundesbank depuis 10 ans. On ne sait pas réellement les motivations personnelles, a priori, qui ont motivé cette décision. Et on ne sait pas non plus qui va le remplacer, mais ça ouvre effectivement de nouvelles perspectives à un moment bien particulier pour l'Allemagne, puisque les négociations sont en cours pour former un nouveau gouvernement qui va davantage tendre vers la gauche, vers les écologistes, et donc qui peut avoir cette première décision très importante, pas une décision de politique économique au sens propre, mais une décision de nomination d'un successeur de Jens Weinmann. Et on sait que la BCE a énormément évolué depuis Mario Draghi, maintenant sous la présidence de Christine Lagarde, mais que la Bundesbank a toujours eu une importance bien particulière. Alors c'est vrai aussi que Jens Weinmann a toujours été plus hawkish, réticent à des mesures non conventionnelles de politique monétaire, aux achats d'actifs, aux taux négatifs, mais je dirais que c'est un petit peu plus compliqué que ça dans cette transition, parce qu'il a aussi été, malgré tout, très constructif et finalement très tolérant vis-à-vis de toutes les mesures qui ont été prises pendant la pandémie. Donc on est un peu dans cet entre-deux. Ce n'est pas quelque chose qui va changer la nature de la politique monétaire ou des marchés en Europe, mais c'est très important et on a un peu la fin d'une époque malgré tout avec ce dernier faucon qui quitte le Conseil des gouverneurs. On va voir, encore une fois, peut-être une femme pour le remplacer, peut-être un jeu de chaises musicales également, puisque Isabelle Schnabel, la membre allemande du board permanent de la BCE, est citée comme une possible candidate. Dans ce cas-là, il faudrait changer toute la composition finalement du board. Ça va être compliqué et c'est un premier test qui arrive alors même que le gouvernement allemand n'est pas encore en place. Alors, ce que vous nous dites, Frédéric Ducrozet, c'est que la question qui se pose, c'est plus de la transition, comment ça va se passer. Il ne faut pas prendre cette démission alors que normalement, Jens Weinmann aurait dû partir à la retraite en 2027. Il ne faut pas y voir un message dans cette démission, à un moment compliqué politiquement en Allemagne et du fait de divergences de points de vue au sein de la BCE. Ce n'est pas le message qu'il faut retenir? On ne sait pas honnêtement et je n'en sais rien. Je ne connais pas ses motivations personnelles. Elles peuvent être tout à fait strictement personnelles, c'est tout à fait possible. Mais effectivement, elle pose question puisque c'est à un moment non seulement où la BCE va décider maintenant de l'avenir des achats d'actifs et probablement continuer, voire les augmenter encore en 2022 au moment où le programme d'achat d'urgence, le PEP, s'arrête. Et puis au moment surtout où l'inflation va atteindre 4 ou 5% en Allemagne. Et donc vous avez quelqu'un à la tête de la Bundesbank, la banque centrale, l'institution la plus crédible et respectée outre-Rhin, qui part et qui, quelque part, capitule d'une certaine manière aussi dans les critiques qu'il a pu formuler à l'encontre de la politique monétaire depuis 10 ans. Donc c'est certain que c'est compliqué, mais encore une fois, c'est un président de la Banque centrale nationale, certes la plus grande en zone euro, mais ce n'est pas le président de la BCE, ce n'est pas quelqu'un qui influence, je crois, aujourd'hui la politique monétaire autant que ça a pu être le cas par le passé. Ça n'en reste pas moins une question, et encore une fois, très importante et pressante pour le gouvernement allemand qui peut-être décidera là aussi de placer son premier pion sur l'échiquier politique européen malgré tout. Alors vous nous parlez effectivement de ce sujet de l'inflation, un sujet qui est très très récurrent. Comment est-ce que vous voyez cette situation inflationniste en Europe? On a eu le chiffre de l'inflation en zone euro qui a été publié hier, 3,4%. Et d'ailleurs on peut peut-être commencer par l'Allemagne parce qu'on entend assez régulièrement, oui effectivement il y a beaucoup d'inflation en Allemagne, mais attention il faut prendre en compte du coup cette suppression de TVA et ensuite cette remise de la TVA. Et vous verrez en 2022, du coup comme on comparera des choses comparables, mécaniquement l'inflation en Allemagne va chuter. Comment est-ce que vous voyez, vous, ce sujet de l'inflation, Frédéric Ducrozet, actuellement? Mais effectivement, l'Allemagne est l'exemple parfait de la complexité de ce sujet-là, puisqu'on a une accélération des prix partout dans le monde, il n'y a aucun débat là-dessus.
largement, je dirais, pour plus de la moitié lié au coût de l'énergie et lié à des coûts que la BCE ne contrôle pas directement. Donc ça va dans votre sens, effectivement, il faut rester prudent, patient et attendre l'année prochaine pour que les choses s'améliorent. Et effectivement, il y a des facteurs aggravants, notamment en Allemagne, avec des effets de base de la baisse de TVA octroyée pendant la pandémie qui a ensuite été annulée. L'Allemagne est également le pays dont les perspectives d'inflation sont probablement les plus élevées. Et la BCE le surveille encore plus puisqu'elle s'inquiète, si elle s'inquiète d'un aspect des risques inflationnistes, sur possible enclenchement d'effets de second tour, donc notamment les négociations collectives salariales en Allemagne, qui sont branche par branche un peu compliquées à suivre, mais qui vont dans le sens d'une accélération des salaires aussi. Donc on surveille l'Allemagne pour toutes ces raisons-là. Et je pense que les banquiers centraux, comme nous, sont comme tout le monde sur les marchés, attendent davantage d'éléments, de données pour effectivement confirmer ce scénario d'une inflation qui revient potentiellement sous sa cible en fin d'année prochaine. Mais c'est long, ça prend du temps. Et dans ce contexte politique, et encore une fois, le départ de Jens Weidmann ajoute un peu à la complexité du sujet. Il n'est pas évident de vraiment se forger une opinion et une conviction forte sur les perspectives d'inflation. Ça rajoute là aussi à l'incertitude des marchés qui attendent les décisions de la BCE. Alors on a une réunion la semaine prochaine qui est un peu moins importante, parce que c'est surtout celle de décembre, le 16 décembre, qui devrait être la plus scrutée par les marchés pour la décision ensuite qui est attendue pour les achats d'actifs en 2022. Et avec toujours cet éternel débat sur l'inflation transitoire, durable, un transitoire qui dure ou autre. Donc là, effectivement, on a parlé du cas de l'Allemagne, mais de manière plus générale, ces prix de l'énergie et aussi ces pressions sur les matières premières, ça alimente toujours ce scénario de quelque chose de transitoire qu'on pourrait voir se calmer au printemps prochain, comme on peut l'entendre d'un point de vue de gouvernement ou même d'analyste, ou votre point de vue est un peu différent, Frédéric Ducrozet? Je crois qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce sujet. Des gens qui ont craint l'inflation pendant 10 ans ont eu tort. Il n'y a pas eu d'inflation, en tout cas en zone euro, et pas suffisamment pendant plus de 10 ans. Il y a là aussi une part d'ironie. Finalement, on a échoué à la BCE à générer de l'inflation proche de la cible de 2%. Et maintenant qu'on en a un peu plus que 2%, on s'inquiète peut-être un petit peu trop. Donc il faut prendre un peu de recul et effectivement se libérer de ces émotions et de ces biais cognitifs qu'on a vis-à-vis de l'inflation. La stagflation, donc une croissance qui ralentit et une inflation durablement plus élevée, me paraît là aussi un scénario peu probable, extrême. On est entre les deux. Il faut attendre d'y voir un peu plus clair. Et sur les tendances sous-jacentes de l'inflation, on se rapproche de 2%, quand on enlève donc l'énergie et tous ces éléments un peu statistiquement compliqué à prendre en compte. On est proche de 2%, mais certainement pas encore durablement au-dessus, ni même à 2% pour les 2 ou 3 prochaines années, ce qui serait le critère vraiment, in fine, pour que la BCE commence à resserrer sa politique monétaire. Et alors si on descend maintenant au niveau micro, au niveau des entreprises, le sujet de l'inflation alimente également aussi les actualités d'entreprises et notamment les résultats des entreprises. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir si cette inflation va se retrouver dans les comptes des entreprises. Et c'est d'ailleurs ce qu'on regarde dans les publications, des résultats d'entreprises. On voit d'ailleurs que dans les secteurs comme l'alimentation ou dans les produits de base, ça commence à peser dans les comptes des entreprises, Frédéric Ducrozet. On l'a vu effectivement au travers d'un certain nombre de commentaires de chefs d'entreprise, notamment dans l'alimentaire, effectivement, Nestlé est un exemple récent. Mais l'idée, là aussi, la direction ne fait aucun doute. On va dans le sens d'une répercussion au moins partielle de cette augmentation des coûts sur les prix des biens et des services, sur les prix pour le consommateur. La question étant de savoir d'abord dans quelle proportion ces coûts vont être répercutés aux consommateurs et puis surtout si les entreprises ont la capacité d'en absorber une partie par leur marge et ou de maintenir suffisamment de marge élevée, peut-être de matelas de sécurité pour l'avenir, parce que Dieu sait combien de temps ces pressions vont durer. Côté offre, ces problèmes dans la chaîne de production et de la chaîne de fourniture de biens et de services aux consommateurs vont être probablement là encore un bon bout de temps en 2022. Donc, pour le moment, le marché prend ses résultats plutôt bien, dans la mesure où la guidance et la préservation des marges est plutôt bonne dans l'ensemble, même dans ces secteurs qui sont les plus sensibles. La question est de savoir combien de temps ça va durer. Et effectivement, on est à des niveaux qui, en termes de valorisation, de marge et même de résultats, sont probablement, pour l'instant, un petit peu vulnérables à la moindre mauvaise surprise. Le marché tient. Vous avez bien sûr l'histoire
de la Chine en parallèle. Bien On sûr. sent que c'est un petit peu fragile, comme dans des sessions aujourd'hui où on reprend un peu son souffle, et on attend là aussi les commentaires des prochaines entreprises. Je le répète, pas tant sur l'effet aujourd'hui d'une augmentation de l'inflation sur les prix, les ventes et les marges, mais plutôt sur cette guidance que ces entreprises peuvent nous donner pour le 4e trimestre et au-delà. Et alors très rapidement, Frédéric Ducrozet, justement la Chine, vous l'avez évoqué, la Chine qui a fait état, alors en début de semaine, d'un ralentissement de sa croissance au 3e trimestre. C'est quelque chose dont les Européens doivent s'inquiéter aujourd'hui ? Je pense qu'il y a une forme de complaisance dans le marché, pas tant vis-à-vis des entreprises justement et des résultats qui sont scrutés chaque jour, mais plutôt sur les perspectives de moyen terme, parce que la Chine, au-delà de ces tensions et difficultés dans le marché immobilier, et c'est l'histoire d'Evergrande bien sûr en premier lieu, est en train de ralentir fortement au niveau macroéconomique. Et l'année prochaine, si on a une croissance de l'ordre de 4 ou 5% en Chine, c'est quelque chose que le reste du monde va ressentir effectivement et qu'on ne voit pas aujourd'hui dans les prix de marché. L'Europe étant effectivement sensible aussi. Les exportations, dans les deux sens d'ailleurs, mais y compris de la Chine vers l'Europe, vers les États-Unis, ont bien tenu et donc suggèrent que cette activité est pour l'instant relativement résiliente. On ne peut pas éternellement, je pense, tenir, entre guillemets, avec une Chine, un pays qui ralentit, et une demande pour les exportations européennes et américaines qui va forcément ralentir in fine. Il y a peut-être là aussi un retour à la réalité qui se profile d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Frédéric Ducrozet. Frédéric Ducrozet, je rappelle que vous êtes stratégiste chez Pictet Wealth Management. Retour en plateau à présent avec notre invité Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin Pichard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors je vous propose de commenter rapidement l'actualité qu'on a donnée en introduction. On a évoqué tout d'abord PayPal qui s'intéresse de très près à Pinterest. Il y a un prix d'achat qui est, on ne sait pas s'il est confirmé, mais en tout cas qui est évoqué. Est-ce que ça surprend ? On peut lire, on peut se poser la question dans un premier temps, un réseau social basé sur l'image, qu'on va regarder pour regarder des photos ou des images, qui intéresse un des plus grands acteurs des paiements en ligne. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette annonce qui est tombée ce matin ? Alors, de premier abord, effectivement, on peut être un peu surpris par ce choix et l'intérêt qu'a pu avoir PayPal pour le réseau Pinterest. Mais quand on y regarde de plus près, finalement, Pinterest, ce n'est plus ce réseau social où on échangeait des photos, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. C'est une sorte d'écosystème pour les particuliers. Et sur Pinterest, vous pouvez voir des objets. Et puis surtout, Pinterest, à cette approche, a une connaissance très proche de ses clients et des gens qui viennent sur son site et leur propose des produits de décoration, des produits de la vie de tous les jours. Et si vous êtes tenté par ces produits-là, vous êtes orienté, comme chez Cdiscount, comme d'autres plateformes, vous êtes orienté vers le marchand. D'accord. Et vous pouvez acheter ces produits. Et qui dit acheter, soit vous cochez Mastercard, Visa ou PayPal. Besoin d'un intermédiaire de paiement. Et il faut un intermédiaire de paiement. Et donc, en faisant cette opération, PayPal va sur un terrain qu'il ne connaissait pas, sur lequel il n'était pas, qui lui permet d'ouvrir un petit peu, c'est ce que le marché lui reprochait. Et ce que le marché reproche, puisque PayPal a été sanctionné hier, c'est peut-être le prix qui est c'est ça. Est-ce que ça vaut 44 milliards pour le coup ? Alors, c'est vrai que PayPal a les moyens. C'est une société qui se porte très très bien. Je pense qu'à terme, oui, c'est un pari audacieux. On a souvent fait ce reproche à Google, à certaines étapes de sa croissance externe, de payer très cher des sociétés. Je pense qu'un jour, les profits seront au rendez-vous. C'est osé, c'est cher, mais ça a du sens que d'aller dans cette direction. Alors, un autre sujet d'actualité qui a beaucoup fait l'actualité ces derniers temps, c'est l'entreprise Evergrande en Chine, reprise de cotation ce matin, enfin cette nuit même, moins 12,5%, avec un échec de la cession d'une partie de sa filiale. Est-ce que ça doit inquiéter ou est-ce que le risque Evergrande est déjà digéré ? On a dit il n'y a pas de moment Lehman, donc ce risque serait en partie digéré.
Alors, le risque, je pense qu'on n'est pas dans l'ordre de grandeur d'un risque Lehman. Je pense que là, effectivement, c'était, et je l'espère, une élucubration de certains. Non, et puis, finalement, la situation, moi, je peux vous en parler que de ce que j'entends Bien sûr. de ceux qui sont compétents, à savoir la Banque populaire de Chine, qui dit... Il y a un sujet, mais c'est un sujet sous contrôle qui n'aura pas un impact général sur l'ensemble de la Chine ou de la zone. Donc, on va se contenter de cette explication. Donc, l'échéance de samedi, par exemple, le fait qu'elle ne puisse pas honorer ses obligations financières ne vient pas rajouter du risque plus qu'il n'y en avait déjà ? Je crois que déjà la chute du titre aujourd'hui montre le peu de confiance qu'ont les investisseurs dans la société et que je crois qu'une issue toute défavorable soit-elle est quand même bien pricée par les marchés. Ce que je voudrais rajouter par rapport à Evergrande, c'est l'impact. On dit quel effet ? Non, pas sur l'Institut du Monde, mais je vois par exemple, on a une société chez nous, SEB. Eh bien SEB... sera peut-être une des victimes collatérales. Pourquoi ? Parce que on l'évoque, on ne peut plus, Evergrande ne livre plus d'appartements, il y a une crise immobilière. Bien sûr. Et que faisaient les couples quand ils achetaient leur appartement ? Il l'équipait. Il l'équipait d'électroménagers, de petits électroménagers, et où SEB, avec sa filiale en Chine, est très très présent. Eh bien oui, on voit que SEB se traîne un petit peu en bourse, si vous me permettez l'expression. Okay. Et il y aurait un lien direct ? À cause de ce que me disent certains gérants, je suis méfiant parce qu'effectivement, les ventes en Chine, qui étaient quand même très importantes, et le système de SEB, qui est de la vente aussi beaucoup en ligne, pourrait subir les effets de la contraction et des livraisons d'appartements en Chine. Donc voilà un effet collatéral, certainement mineur, mais il y en aura d'autres. Mais sur le marché parisien, pour le coup. Donc, et pour nous, sur le marché parisien, sur une valeur phare qui a bien d'autres qualités, attention, bien d'autres qualités, mais qui est peut-être un peu pénalisée dans son élan actuel par cet aspect que relèvent certains gérants. Alors, sur le marché parisien, Franck Lapichard, on a eu pas mal de publications d'entreprises. La saison des résultats a débuté, elle a bien débuté. Hermès, donc, on a eu le résumé tout à l'heure, mais Hermès, avec un chiffre d'affaires en hausse de 30%. Pernod Ricard, qui a un premier trimestre de son exercice décalé très dynamique. Eurofins, qui publie des résultats qui sont somme toute très bons. Et le titre chute. Comment est-ce qu'on peut... Et Carrefour, qui lui, pour le coup, est un peu plus prudent, mais comment est-ce qu'on peut analyser ces premières publications de résultats? On a eu beaucoup de profit warning avant les publications. Finalement, on se rend compte que les publications ne sont pas si mauvaises, mais on cherche finalement où est-ce qu'on n'est pas suffisamment rassuré, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. C'est toujours pareil. C'est la vision de deux mondes. Quand vous regardez aux États-Unis, qui avaient hier des publications qui étaient un petit peu mitigées d'un point de vue économique, et pourtant, les investisseurs et les intervenants se sont concentrés uniquement sur le livre beige qui disait finalement l'impact du goulot d'étranglement des fournitures de matières, enfin des composants et autres prix des matières premières. Finalement, les entreprises le gèrent plutôt pas mal et donc les intervenants et les investisseurs ont retenu que ça. En Europe. Et on a vu Dow Jones, nouveau record, S&P 500 qui n'a pas clôturé avec un nouveau record, mais très proche de son record historique. Tout à fait. Donc, qui l'a fait en le VIX qui est au plus bas, il y a de l'optimisme aux États-Unis, ça c'est sûr. Et le VIX qui est au plus bas depuis 2 mois, le VIX, on le rappelle, c'est l'indicateur de peur et de tension sur les marchés. Il est au plus bas depuis 2 mois. Donc une grande sérénité et une approche sereine. En Europe, c'est tout le contraire. C'est ce que vous venez de dire. Les investisseurs vont voir là où ça peut gratter un petit peu, là où on a un caillou dans la chaussure, aussi minime soit-il. Et c'est vrai que concernant Eurofins Scientifique, c'est un titre qui a un parcours incroyable. Donc forcément, quand vous avez un titre qui a une telle progression, le simple fait d'être un petit peu plus hésitant sur des perspectives, non pas sur des résultats qui sont bons, eh bien ça suffit pour à l'ouverture, faire baisser fortement la valeur. Et surtout qu'Eurofins Scientifique, on rappelle, des résultats en hausse au 3e trimestre, un relèvement de prévision annuelle de chiffre d'affaires, mais pas de relèvement de prévision d'EBITDA, et ça suffit à décevoir les investisseurs. Oui, ça suffit pour faire prendre les bénéfices sur un titre qui a connu un parcours incroyable. C'est vrai. Mais regardez hier, la journée. J'allais en parler du luxe, oui, bien sûr. Oui, Kering a vécu des hauts et des bas pour le coup hier en séance hier. On a commencé avec 6% de baisse, on a fini quasi à l'équilibre par rapport à 6%. On a vu le marché qui s'est complètement retourné. Ne perdons pas de vue ce qu'on dit à chaque fois, le rôle et l'importance des automates et des algorithmes dans la gestion des titres au quotidien sur nos marchés.
Un mot rapide de cette inflation dont on a parlé tout à l'heure et de relèvement de taux de la Fed ou encore de la BO plus proche de nous, enfin de la Bank of England plus proche de nous. Comment est-ce que vous analysez ça? Parce que là, on en a parlé via le prisme des comptes, des résultats d'entreprise, mais de manière plus générale, c'est un facteur inquiétant pour vous? Pour le moment, on se cale derrière les banques centrales. Les banques centrales continuent, j'aimais votre expression tout à l'heure, temporaire provisoire, temporaire durable, etc. Pour le moment, eux continuent de qualifier ça de passager temporaire. On va continuer de les écouter. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent quand même, certaines, plutôt bien gérer. On a évoqué Carrefour. Carrefour et tout le secteur de la distribution est un des rares secteurs qui peut répercuter la hausse des fournitures, des produits achetés sur le consommateur. Alors après, il y a la guerre des prix entre eux, mais bien globalement, sûr. Entre eux et tous, ils peuvent le répercuter d'une certaine façon. Et vous avez d'autres secteurs qui réussissent, soit en réduisant un petit peu leur marge, mais en sauvegardant leur marge. Carrefour, par exemple, a dit maintenir son objectif de cash flow supérieur à 1 milliard. Donc on voit qu'effectivement, les ventes étaient légèrement en baisse, mais que ce sont des sociétés qui réussissent malgré tout à préserver leur marge. Merci beaucoup Franklin Pichard. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Keeplink Finance. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Bourse et exceptionnellement, il n'y aura pas de Smart Bourse ce soir à 17h. Vous retrouverez en revanche demain le rythme habituel de Smart Bourse avec Grégoire Favet à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur les marchés à la mi-journée. Puis la grande édition demain à 17h pour commenter l'actualité financière et les enjeux de marché. À très vite.